Brian et Antoine aux commandes. On lance le chrono. Now. Le temps avance. Votre avenir aussi. Bienvenue dans 45 minutes less. Hey! Salut! À tous les investisseurs. Bienvenue dans ce troisième épisode de 45 minutes less. Aujourd'hui, on plonge dans un truc qu'on fait tous les jours sans vraiment y penser. L'hygiène. Mais pas la version basique qu'on nous rabâche depuis l'enfance, genre lave-toi les mains, sinon tu vas être sale. Non, on veut vraiment creuser dans la science derrière, parce que l'hygiène, c'est pas juste une question de propreté. C'est vraiment de la prévention, de la santé, et même, et ça surprend, un levier de performance au quotidien. Je te donne une image simple. Imagine que ton corps est une entreprise. Ton système immunitaire, c'est la sécurité. Ton cerveau, c'est le CEO. Ton énergie, c'est le cash flow. L'hygiène, c'est pas la déco, c'est la logistique. Donc, c'est la différence entre une entreprise qui roule sans panne et une qui passe son temps à éteindre des feux. Et ce qui est fou, c'est que beaucoup de gens font des choses hygiéniques qui ne servent presque à rien parce qu'ils ne comprennent pas vraiment le mécanisme. Exemple, oh, je vais rincer vite mes mains comme ça à l'eau chaude. Ou je vais brosser les dents juste après d'un jus parce que comme ça, c'est plus propre, non? Mais on va dire la réalité. Parfois, tu fais pire et ça fonctionne pas vraiment comme ça. Donc aujourd'hui, on va faire ce qu'on fait toujours. On prend un sujet simple, on le rend intelligent, on casse les mythes et on repart avec des gestes concrets. Antoine, tu le vois comment? Pourquoi l'hygiène, c'est pas juste une histoire de se sentir bien ou se sentir bon? Ouais, alors, exactement, Brian. En fait, l'hygiène, c'est souvent vu comme un truc ennuyeux, un truc moral. Fais-le, sinon t'es dégueu. Mais en vrai, c'est un outil de prévention massive. Et quand je dis massive, je veux dire, ça réduit le risque d'infection, ça aide ton immunité et ça influence ton bien-être sur le long terme. Puis ce qui m'intéresse dans cet épisode, c'est qu'on va faire deux choses. Expliquer les mécanismes, pourquoi le savon marche, pourquoi la friction compte, et pourquoi trop propre peut devenir contre-productif. Et transformer ça en un système. Sans parano, sans routine d'influenceur, des gestes simples mais précis. Et on va aussi déconstruire des mythes qui collent depuis l'enfance. Le froid rend malade, la règle des 5 secondes. Des croyances super rassurantes, mais la biologie, elle, ne négocie pas. Donc l'objectif, c'est de repartir avec des gestes concrets et surtout une compréhension qui vous fait gagner de la constance, parce que la constance, c'est ça qui crée la différence. Parfait. Et comme d'habitude, merci Antoine. On ne vous fait pas peur. On veut vous donner de la clarté. Donc on démarre. On commence par le plus basique, se laver les mains. Ça a l'air vraiment banal, là, mais c'est l'un des gestes les plus puissants de la santé publique. Et pas puissant au sens motivation TikTok, puissant au sens que il y a des décennies de données derrière. Le lavage vraiment des mains à l'eau et au savon enlève la saleté visible, les graisses et une bonne partie des microbes comme bactéries, virus, etc. Mais voilà le twist. Beaucoup de gens là, croient que ce qui tue vraiment les microbes, c'est l'eau chaude. Genre, je mets l'eau brûlante et comme ça, je vais être comme plus propre, ça va éliminer les bactéries, etc. Sauf que en vrai, en conditions normales, sur tes mains, l'eau chaude ne stérilise rien. Donc, tu n'as pas vraiment besoin d'eau chaude. Ce qui fait le boulot, c'est un trio. Écoutez bien. Savon, friction, temps. Donc, le savon, c'est comme un détergent. Il interagit avec la graisse. Beaucoup de microbes se protègent dans des couches lipidiques ou s'accrochent aux résidus gras. Le savon aide à les décrocher. Mais le savon tout seul, sans friction, c'est comme mettre du produit sur une tâche sans frotter. Tu améliores un peu, mais tu ne décroches pas vraiment. La friction, c'est ce qui arrache mécaniquement les microbes et les débris. Et le temps, c'est ce qui permet au savon, plus la friction, de faire le travail complet. C'est pour ça que la recommandation parle souvent d'au moins environ 20 secondes de lavage avec le savon et pas 3 secondes et je rince. Et là, on arrive à un vrai problème, les zones oubliées. Dans la vraie vie, quand les gens se lavent les mains vite, ils font comme juste paume et paume, un peu d'eau et c'est terminé. Mais les microbes se cachent surtout entre les doigts, sous les ongles, sur les pouces ou même dans le dos des mains. Le pouce, c'est énorme. On touche presque tout avec. Et beaucoup de gens ne le frottent presque jamais. Sous les ongles, pareil, c'est une zone abri.
Si tu manges avec les mains, si tu touches ton visage, si tu touches ton téléphone, tu transfères tout ça. Donc, je te donne un exemple concret. Tu prends le transport en commun, tu touches la barre. Tu sors, tu prends ton téléphone, tu arrives, tu manges un sandwich, tu crois que tu as seulement touché une barre. En réalité, tu transférais des microbes sur tes doigts, ton écran et ta bouche. Donc, si tu veux être intelligent, ce n'est pas se laver les mains 50 fois, c'est se laver au bon moment, avant de manger, après le transport, après, je veux dire le transport en commun, après les toilettes, après avoir toussé ou éternué dans les mains, ou après d'avoir manipulé un truc clairement sale. Et attention, je ne dis pas de devenir parano. L'idée, c'est d'éviter les erreurs bêtes. Manger juste après d'avoir touché des surfaces publiques ou touché tes yeux et ton nez sans réfléchir, tes muqueuses, c'est une portée d'entrée. Et c'est là que le mythe de l'eau chaude est dangereux. Il te donne vraiment l'illusion de contrôle. Tu te dis, c'est bon, j'ai mis chaud. La réalité, c'est que si tu n'as pas frotté correctement, tu as juste mouillé tes microbes. Ok, maintenant je te donne une mini technique simple qui marche toujours. Même sans apprendre une chorégraphie, c'est comme ça que tu peux commencer. Premièrement, tu vas te savonner les mains. Tu vas frotter les paumes de tes mains et tu vas frotter le dos des mains, entre les doigts et les pouces. Et après, tu vas faire les ongles, comme si tu grattes ta paume de tes mains avec les ongles. Après, tu commences à rincer. Tu vas bien sécher tes mains parce que justement, les mains humides transfèrent plus facilement certains microbes. Ce n'est pas vraiment la glamour, c'est du concret. Donc, et là, on peut faire une mini fact check mentale. Si tu fais ça en moins de 10 secondes, tu n'as probablement pas fait toutes les ondes correctement. Donc, ce n'est pas le chiffre magique. C'est vraiment, est-ce que tu as bien couvert toutes les ondes? Et c'est là qu'on vient dans le dernier point. L'hygiène des mains, ce n'est pas juste pour éviter un rhume. À l'échelle collective, c'est un geste qui réduit la transmission des infections respiratoires et les maladies intestinales. C'est littéralement une barrière contre les épidémies saisonnières. Et au niveau individuel, tomber malade, même un petit rhume, ça te coûte du sommeil, de l'énergie, la concentration, la productivité, l'humeur et même de l'argent. Donc c'est pour ça qu'on ose dire performance humaine, entre guillemets. Parce qu'un corps qui gère moins d'infections, c'est un cerveau plus stable. Ok, Brian, je reformule pour que ça s'imprime dans la tête des gens. Se laver les mains, ce n'est pas un rituel moral, c'est une opération mécanique. L'eau chaude, c'est souvent une illusion. Ce qui fait la job, là, c'est le savon, la friction, le temps et les zones que tu as complétées, comme que tu as vraiment lavé. Et surtout, il vaut mieux être stratégique que parano. Le vrai hack, c'est le timing. Le transport, avant de manger, après les toilettes. Pas de je panique toute la journée, là, c'est pas ça qu'on veut. J'ai deux petites questions pour clarifier. Parce que c'est là que les gens se mélangent. Si quelqu'un a la peau sensible, genre les mains sèches, il fait quoi? Parce que se laver plus souvent là, peut irriter. Et deuxièmement, là, est-ce que le gel hydroalcoolique, ça remplace complètement le lavage? Bonne question, Antoine. L'objectif, c'est d'éviter l'excès et vraiment de compenser intelligemment. Donc, le savon doux, pas décapant. Sécher correctement et hydrater si besoin, avec des crèmes. Parce qu'une peau fissurée, c'est aussi une barrière moins efficace. Et pour te répondre sur le côté du gel, il est utile quand tu n'as pas vraiment accès à l'eau et au savon. Mais quand tes mains sont visiblement sales ou grasses, l'eau et le savon restent supérieurs. Le gel n'est pas vraiment une gomme magique. Parfait. On avance. Donc là, on va monter d'un niveau. Parce que l'hygiène, là, ce n'est pas juste enlever des microbes, c'est aussi comprendre qu'il existe des microbes qui te protègent. Ta peau n'est pas un mur stérile, c'est un organe vivant, habité par une communauté de micro-organismes, des bactéries, des champignons, des virus non pathogènes. On appelle ça le microbiote cutané. Et c'est important pour une raison simple. Ton corps fonctionne comme un écosystème. Si tu essaies de tout stériliser, tu te retrouves avec un problème. Les mauvaises espèces reviennent plus souvent plus vite et tu détruis les défenses naturelles. Imagine simplement que ta peau, c'est une forteresse. Les bonnes bactéries, ce sont des alliés qui occupent les murs, les couloirs, les portes. Si tu détruis tout avec un produit trop agressif, tu rends la forteresse vide. Et là, n'importe quel envahisseur a de la place. Donc oui, être très propre ne veut pas dire être plus en santé. Une peau trop décapée peut devenir plus fragile, plus irritée, plus perméable. Et c'est là qu'on voit des gens qui surlavent et finissent avec des peaux
sèche extrême, irritation, eczéma, bouton de réaction. Donc attention, on n'est pas en train de vous dire ne vous lavez plus. On dit juste nettoyer de façon intelligente. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire comprendre où le savon est utile et où l'eau suffit parfois. Les zones typiques qui accumulent le plus, c'est les aisselles, les pieds, les plis, les zones intimes, parce qu'il y a plus de sueur, plus de bactéries, plus d'odeurs possibles. Alors qu'un savon agressif sur tout le corps, tous les jours, chez quelqu'un qui n'est pas sale ou qui ne travaille pas dans la boue à longueur de journée, ça peut être contre-productif. Je te donne un exemple ultra concret. Deux personnes sortent de la gym. La personne A prend une douche rapide, savon doux sur les zones clés, rinçage complet, séchage, s'hydrate la peau s'il en a besoin. Et la personne B prend de l'eau brûlante, un savon antibactérien, partout, frotte fort, recommence le lendemain et encore. Au début, la personne B a l'impression d'être plus propre. Mais sur 2, 3 semaines, là, en réalité, là, elle va commencer à avoir la peau qui tire, qui craque, qui réagit. Et là, elle ajoute des produits. Et elle se crée un cercle vicieux qu'elle a créé elle-même. Plus elle décape, plus elle fragilise, plus elle doit compenser. Donc en gros, l'hygiène cutanée, là, c'est un équilibre. Et c'est ça qui est deep là-dedans. L'équilibre ne fait pas de bruit. Le marketing vend du plus, plus de mousse, plus d'odeur, plus de puissance. La biologie, elle, récompense souvent par le juste. Et si on le ramène à la performance humaine, c'est extrêmement simple. Une peau irritée, c'est un corps légèrement en stress. Un corps en stress, c'est un cerveau moins stable. Ce n'est pas dramatique, mais c'est une petite fuite d'énergie. Le point clé à retenir pour l'auditeur, c'est que ta peau est une barrière vivante, avec des alliés. L'objectif n'est pas de la stériliser à 100%. L'objectif, c'est l'intégrité. Super, Antoine. En vrai, je vais ajouter une image que j'adore parce que vraiment, elle le rend plus mémorable. Traiter ta peau comme une surface sale à récurer, c'est comme traiter un jardin au lance-flammes. Tu élimines tout, mais tu détruis aussi la structure qui empêche le chaos de revenir. Et souvent, le chaos revient plus vite. Donc, question courte. Comment expliquerais-tu aux gens de la différence entre l'hygiène intelligente et l'hygiène excessive, sans que ça devienne flou, Antoine? C'est simple. Si ton hygiène te rend plus stable, une peau OK avec pas d'irritation et pas de stress, c'est intelligent. Si ton hygiène te rend plus fragile, une peau qui craque, qui brûle, qui réagit vraiment, c'est trop. On ajuste, c'est un système, pas une religion. All right. Donc, on continue avec une question plus large. OK? Le microbiote cutané protège localement, mais est-ce que ça influence l'immunité au sens large? La réponse, oui, mais avec nuance. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas si tu as des bonnes bactéries, tu deviens invincible. C'est plutôt que ça crée une résistance de fond, une réduction de risque, une stabilité immunitaire. Les bonnes bactéries font plusieurs choses. Elles occupent l'espace et empêchent les pathogènes de s'installer. Donc, une compétition. Elles produisent des substances antimicrobiennes. Elles modulent l'inflammation locale. Ce qui est fascinant, c'est que ton immunité, ce n'est pas juste je tue, c'est aussi je gère, entre guillemets. Une immunité trop agressive, c'est aussi je gère, entre guillemets. Une immunité trop agressive égale inflammation. Une immunité trop faible égale infection. Donc, l'équilibre est crucial. Et le microbiote, dans cette logique, agit comme un régulateur de terrain. Il aide ton corps à ne pas réagir de manière excessive à tout le temps. Je donne un exemple concret. Imagine deux pots. Pot 1. Donc la barrière stable, microbiote OK. Hydratation correcte. Pot 2. Barrière fissurée, décapée, irritée. La peau 2 laisse passer plus d'irritants comme les déclenche plus de signaux inflammatoires. Ça ne veut pas dire vraiment que tu vas être malade demain. Ça veut dire que ton corps gère plus de micro-problèmes. Et si tu accumules les micro-problèmes, plus le sommeil moyen, plus le stress, plus une mauvaise alimentation, tu finis par payer. Donc, dans un podcast sur performance humaine, c'est pertinent d'avoir une stratégie de réduction de friction. Tu veux un corps qui dépense moins d'énergie à réparer les dégâts inutiles. Donc, tu veux un système stable et ça revient une phrase très simple, l'hygiène intelligente.
c'est enlever ce qui nuise sans détruire ce qui protège. Donc Antoine, pourrais-tu reformuler? Bien sûr. Donc, je reformule avec une punchline que les gens vont retenir. En gros, quand tu décapes ta peau tous les jours, tu vires les vigiles avec les voleurs. Tu perds la protection et tu deviens plus vulnérable. Le point clé, ce n'est pas spectaculaire, hein. C'est une prévention silencieuse. Mais c'est exactement ça qui fait la différence à long terme. Et je rajoute aussi une mini-règle. Si tu utilises un produit, demande-toi toujours, est-ce que ça renforce ma barrière ou est-ce que ça la fragilise? Parce que si ça la fragilise, tu vas devoir compenser derrière, n'est-ce pas? Parfaitement. Donc là, on va monter un cran de plus. Là, on arrive au segment le plus wow, mais aussi celui où il faut être le plus rigoureux. On parle du lien possible entre certaines infections buccales et des mécanismes de neurodégénérescence, notamment dans le contexte d'Alzheimer. En 2019, une étude publiée dans Science Advance par Domini et al. S'est intéressée à une bactérie, la Porphyromonas gingivali. Cette bactérie est impliquée dans la parodontie, donc les maladies des gencives. Ils ont retrouvé des marqueurs de cette bactérie et surtout des enzymes toxiques. Les gingipins dans des cerveaux de patients atteints d'Alzheimer. Et là, c'est important. Ce genre de découverte ne veut pas dire l'Alzheimer est causé par une bactérie. Ça veut dire il existe une piste scientifique où des infections chroniques et d'inflammation peuvent contribuer à des mécanismes neurodégénératifs. C'est une hypothèse sérieuse, pas une certitude unique, hein, mais même avec cette nuance, tu vois déjà le point. L'hygiène buccale, ce n'est pas seulement ne pas avoir une mauvaise haleine, hein. C'est vraiment pas ça. C'est potentiellement un facteur de risque pour une chaîne beaucoup plus large. Inflammation, circulation, système immunitaire et peut-être même le cerveau. Je vais te donner une image. Ta bouche, là, c'est comme une frontière. Si tes gencives sont inflammées, si elles saignent facilement, c'est que la frontière était percée. Ça peut permettre à des bactéries et à des produits inflammatoires d'entrer plus facilement dans ton système. Et là, encore une fois, on ne dit pas que ça va forcément aller au cerveau, hein. On dit juste que c'est une logique de gestion de risque. Si tu veux maximiser tes chances à long terme, tu traites ta santé buccale comme un investissement. C'est de la maintenance. Et c'est pour ça qu'on veut rendre ça simple. Un brossage régulier, un nettoyage dentaire, du fil dentaire ou brossette selon les cas. Et surtout, ne pas ignorer les signes d'inflammation chronique. Parce que beaucoup de gens ont un truc bizarre. Ils acceptent le saignement de gencives comme si c'était normal. Mais saigner quand tu te brosses, ce n'est pas un petit détail, c'est un signal. Et je veux ajouter un point psychologique. Si tu vois l'hygiène dentaire comme une corvée, tu vas être irrégulier. Si tu la vois comme une neuroprotection possible, c'est une réduction de risque. Ça change ton attitude. Ce n'est pas dramatique, c'est puissant. Ok, maintenant, je vais être hyper clair pour l'auditeur. Ce qu'on peut dire avec confiance, c'est que la santé buccale est liée à la santé globale. Et certaines pistes de recherche relient infection et inflammation à des mécanismes neurologiques. Ce qu'on ne dit pas, c'est brosse-toi et tu ne feras jamais d'Alzheimer. Ou Alzheimer égale bactérie. On reste clean. On respecte la science comme il faut. Je veux renforcer ta nuance parce qu'elle est ultra importante. Le public adore vraiment les explications simples, mais le danger, c'est que la simplification abusive n'est pas toujours l'idéal. Donc, on va faire une formulation pro. Donc, c'est une piste scientifique solide, mais ce n'est pas une causalité prouvée comme un unique facteur. C'est une hypothèse qui relie l'infection chronique et l'inflammation à des mécanismes neuraux. Donc, question courte. Si tu devrais donner aux gens un minimum viable, bucco-dentaire sans les noyer, tu dirais quoi? Honnêtement, là, le minimum viable, là, c'est se brosser deux fois par jour correctement les dents. Nettoyer entre les dents régulièrement, ne pas ignorer les saignements là, et les inflammations. Et si tu veux être stratégique, là, une bonne routine simple, constante, pas parfaite, là, mais ça fait le travail. C'est une très belle stratégie, Antoine. Donc là, on va redescendre dans le concret, parce que c'est un conseil que quasiment personne n'applique, mais qui change tout sur 10 ans. Après un truc acide, comme par exemple un jus, une boisson énergisante, une soda ou certains fruits, ton émail subit une attaque acide. Le mot important, entre guillemets, c'est qu'il est temporairement fragilisé. Ça ne veut pas dire que ta dent est morte.
Ça veut dire que l'émail est plus vulnérable à l'abrasion. Donc, si tu brosses immédiatement, tu risques de frotter sur l'émail affaibli. C'est là que les recommandations cliniques parlent souvent d'attendre entre 30 à 60 minutes. Pourquoi? Parce que la salive aide à tamponner l'acidité et à favoriser la réminéralisation. Et ça, c'est un exemple d'hygiène intelligente. Ton réflexe peut être maintenant que je veux être propre de tout de suite. Mais peux-tu vraiment pousser à faire quelque chose de contre-productif? Je te donne un scénario réel. Tu bois un jus d'orange au réveil. Tu te dis, je vais être parfait. Tu te brosses direct. Tu fais ça tous les jours pendant 3 à 4 ans. Résultat, sensibilité dentaire, usure plus rapide, parfois gencive qui recule si la technique est agressive. Alors que la version intelligente, c'est que tu rinces la bouche à l'eau après l'acide. Tu attends un peu ou tu mâches une gomme sans sucre si tu veux stimuler la salive, puis tu brosses. Mais ne recommandons pas vraiment mâcher la gomme. Et nous allons parler dans les prochains podcasts pourquoi mâcher la gomme n'est pas toujours l'idéal. Encore une fois, pas besoin d'être extrême. C'est juste une règle. Simple, acide, pause. Et la pause, c'est comme on a dit tantôt, c'est pour avoir la salive. Mhm. Donc, Antoine, pourrais-tu reformuler l'image? Bien sûr. Donc, je vais reformuler avec une image. Donc, imaginons là. Si tu frottes un mur alors que la peinture est encore molle, tu l'arraches. L'émail après l'acide, c'est un peu pareil. Il est temporairement plus vulnérable, donc c'est pas plus propre de brosser vite, là. C'est plus intelligent d'attendre. Et un exemple concret pour l'auditeur, là, une boisson énergisante en après-midi, et ensuite que tu rinces, ensuite tu attends, et ensuite tu te brosses plus tard les dents. Tu gagnes vraiment beaucoup sur à peu près peut-être 10 ans, on sait pas. Ok, on va passer au mythe d'hygiène. Donc, ok, on commence avec le premier mythe. Celui de que le froid rend malade. Tout le monde a déjà entendu ça au moins une fois. Et encore plus, nous, on est au Québec, donc il y a des grands hivers. Et c'est logique émotionnellement. Tu sors, il fait froid, tu tombes malade. La semaine suivante. Ton cerveau associe les deux, mais scientifiquement, la cause dirait que d'un rhume ou d'une grippe, c'est un virus. Le froid en lui-même, ce n'est pas un virus, par contre, là. Et c'est là la nuance. Le froid peut faciliter l'infection parce que, il y a trois mécanismes simples. Le premier, on reste plus à l'intérieur quand il fait froid, donc plus de contact, moins d'aération. L'air froid et sec peut assécher les muqueuses nasales, donc moins bonne barrière. Certains virus, comme le rhinovirus, se répliquent mieux à des températures plus basses dans les voies respiratoires supérieures. Donc la phrase pro, c'est le froid cause la maladie. Non, c'est le froid crée un terrain favorable à la maladie. Et ça change tout parce que ça donne une stratégie intelligente. Au lieu de paniquer sur la température, tu gères l'aération, le sommeil, l'hydratation, et tu évites de te toucher le visage après des surfaces publiques. Et tu évites de te toucher le visage après avoir touché à des surfaces publiques. Tu vois, c'est puissant. C'est plus puissant que mets une tuque pour aller dehors. Que mettre sa tuque. J'adore la formule. Donc, en vrai, ouais, j'aime ça. Le froid n'est pas vraiment le coupable, c'est parfois le complice. Et ça explique pourquoi les gens ne peuvent vivre dans le froid sans être malades tout le temps. Parce que vraiment, ce n'est pas vraiment le froid qui infecte, comme tu as dit, mais c'est vraiment un virus. Donc, question rapide. Si tu devais donner un conseil concret sans devenir médecin, tu dirais quoi? Mon conseil, ce serait juste qu'en hiver, pense à l'air, en plus du contact. Aère aussi. Dors mieux. Lave tes mains avant de manger. Et évite de te toucher tes muqueuses sans réfléchir. C'est simple et puissant. Brian, maintenant, dis-moi, parle-moi un peu plus du deuxième mythe. Mythe numéro 2. Merci Antoine. La règle des 5 secondes. Cette croyance est magnifique parce qu'elle est 100% psychologique. C'est vraiment une règle inventée pour calmer ton cerveau quand tu viens de faire tomber un aliment, par exemple. Mais la biologie, elle, ne suit pas vraiment la règle. Les études montrent que la contamination peut être instantanée, parfois en moins d'une seconde. Et surtout, le facteur clé, ce n'est pas le temps, c'est le type de surface, le carrelage, tapis, sol, ainsi de suite.
Aussi, c'est l'humidité de l'aliment. Aussi, le type de bactéries présentes. Un aliment humide, c'est comme un aimant. Le transfert se fait très rapide, très vite. Donc, la règle des 5 secondes, c'est quoi en vrai? C'est une règle de négociation. Ça a touché par terre, mais je veux quand même manger l'aliment pour pas le gaspiller. Ok, c'est correct, c'est humain. Mais si on veut être honnête scientifiquement, la bactérie ne regarde pas sa montre avant de monter sur ton aliment. Et la conclusion intelligente n'est pas que tu deviens parano, c'est ça, c'est que tu sois lucide. Donc chez toi, sur un plancher propre, un morceau sec, tu prends une décision. Et c'est correct, c'est quand même acceptable. Mais dans un lieu public avec une nourriture humide, c'est non. Donc, pourrais-tu reformuler? Je reformule ça en une phrase. Ce n'est pas une règle scientifique, c'est une règle émotionnelle. Et j'ajoute une précision utile, ce mythe est dangereux, surtout quand il te donne l'illusion que moins de 5 secondes est égal à zéro risque. Alors que la vraie variable, c'est l'environnement et la nature de l'aliment. Donc l'approche 45 minutes laisse, c'est pas de peur, juste du discernement. Non, vraiment, c'est fascinant parce que, donc, ce qu'on vient vraiment de faire là, c'est important. On a remplacé vraiment les croyances par des mécanismes. Comme par exemple se laver les mains à l'eau froide, c'est pas vraiment la cause, mais c'est complice. 5 secondes, pas une loi, mais juste une excuse. Et le bénéfice, c'est que tu reprends le contrôle. Pas de contrôle anxieux, du contrôle intelligent. Donc là, on va conclure avec une simple phrase. L'hygiène, ce n'est pas une obsession de propreté. Ce n'est pas une identité. Ce n'est même pas une morale. C'est un système intelligent de prévention. Et la raison pour laquelle on fait cet épisode, c'est que les gestes simples deviennent puissants quand tu comprends le mécanisme. Donc, admettons, le savon, plus la friction, plus les zones complètes. Le microbiote, c'est des alliés, pas des ennemis. L'hygiène buccale, c'est une gestion des risques, pas juste esthétique. Quand on prend un jus, un peu d'acide, on prend une pause avant un brossage des dents. Alright. Donc, si on devait vraiment résumer en une idée forte, la one thing de l'épisode, ce serait, entre guillemets, fais moins, mais fais mieux. Comprends le mécanisme et tu gagnes de la constance. Parce que la constance, vraiment, c'est la vraie performance. Et la constance, elle vient rarement de la motivation. Elle vient de la clarté. Comme ce podcast. Et surtout, ce podcast n'est pas là pour vous stresser. C'est l'inverse. C'est pour vous enlever du bruit mental. Quand tu comprends la réalité, tu arrêtes de faire des trucs inutiles. Tu arrêtes de croire aux mythes et tu investis dans ce qui marche vraiment. Donc, merci vraiment à tous les investisseurs pour avoir pris votre temps dans cet épisode où on vous a donné une idée concrète à appliquer dès aujourd'hui. Donc, c'est vraiment gagné. Et si vous avez un mythe ou un sujet que vous voulez qu'on démonte, dites-le nous, on adore ça. Merci les investisseurs, à la prochaine. Merci les investisseurs, à la prochaine pour plus de gains en 45 minutes ou moins. À la semaine. Prochaine! Bye!